est déjà en live. Bonjour Cécile. Bonjour Aurélie. Bienvenue Cécile. Alors, merci pour ton invitation. Je réponds à ta proposition d'interview que tu avais faite fin décembre. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, moi, je suis Aurélie Fourré, coach pour entrepreneurs et pour toute personne finalement, parce que dans la vie, le pro et le perso sont extrêmement liés. Je pense qu'on sera amené peut-être à en parler aujourd'hui. Et mes spécialités un petit peu, c'est tout ce qui est en rapport avec la reconnexion à la nature, avec une forte intention sur tout ce qui est relations et en particulier travail d'équipe. Et puis, je viens avec mon côté ingénieur hyper organisé et carré, qui apprend petit à petit à lâcher prise et à accepter le vivant et le présent. Merci, super. Bah oui, merci d'avoir répondu à l'invitation. Du coup, c'était ce challenge donc sur mon groupe qui s'appelle Reconnaissance, reconnais-toi et rends ton business visible. Et c'est la troisième à avoir répondu en fait à cette invitation. Et je pense que je relancerai un challenge pour le mois de janvier. J'ai adoré déjà faire plus en connaissance, même si chacune de vous connaissez. Comment décrire ce que je propose? Ben voilà, on a du mal à me décrire en fait. C'est ce qu'on disait. Bon, ça prend forme, on va dire. Disons que ce que je propose, c'est un accompagnement holistique, ça c'est sûr. C'est-à-dire à la fois de toutes mes expériences, que ce soit professionnelles, j'ai été tour à tour analyste financier, photographe, art thérapeute, et maintenant je me définis comme chamane. Donc c'est vraiment, oui, un accompagnement holistique avec la priorité sur la reconnaissance de soi ou la visibilité de son entreprise quand l'entreprise est vraiment reliée au soi, c'est-à-dire à ce qui nous anime et à quelque chose d'authentique, je dirais. Et puis, mes spécialités, en tout cas, les trois axes dans chacun de mes accompagnements, ce serait la transformation, que ce soit photomorphose, le processus thérapeutique par la photographie, mon utérus et moi, qui est plus un accompagnement dédié aux femmes avec, on va dire, des consignes créatives. Donc, c'est la transformation en premier lieu. Ça, c'est ce qui m'anime. La deuxième chose, c'est la transmission. Donc là, c'est plus à travers, je dirais, mon expérience de vie, mon vécu, des témoignages et finalement des espaces où on se transmet peut-être des choses que nos mères ne nous ont pas transmises, par exemple. Et puis la troisième chose, c'est la création. Voilà, je crois que j'ai vraiment une partie de moi qui est très artiste, d'où aussi peut-être ce fonctionnement en étoile ou multipotentiel et débordant un peu dans tous les sens. Mais bon, je vise à devenir une étoile. Donc, j'essaie de mettre le focus sur le... Mais l'étoile, elle brille dans toutes les directions. Elle a plein de branches aussi. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais bon, on voit un noyau quand même, hein, à la base. Ouais. Bon, on va dire que c'est ça. Et voilà. Ce premier aperçu. Du coup, dans ce que tu dis là, de se transmettre ce que nos mères nous ont pas transmis, ça peut être aussi pour se libérer de ce que nos mères nous ont transmis. Oui, dans les deux sens, c'est ça. Oui. Ça peut être un travail de rompre un cycle aussi, par exemple. De transmission, justement, mais des transmissions qui n'ont pas forcément été conscientes. Voilà, des choses qu'on nous a léguées. Et puis, bon, en tant que femme, c'est quelque chose de toute façon, oui, qui est existant, même en tant qu'homme, mais bon, c'est inhérent quelque part à la condition humaine, quoi. Et j'aime bien du coup ton idée d'étoile, parce que je trouve qu'il y a ce côté, pour briller, tu brilles de l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Et du coup, le thème qu'on a choisi ensemble, c'était
de partir de sa singularité pour construire sa vie pro et perso. Et du coup, j'aime bien cette image d'étoile qui finalement, chaque étoile est singulière et chaque étoile est unique. Et comment je construis mon chemin avec cette unicité et comment je me reconnais. Il y avait un thème, je ne sais pas, peut-être on peut commencer par ça, on avait parlé de cette histoire de cases, de comment est-ce que finalement les cases, c'est quelque chose qui est enfermant ou est-ce que c'est quelque chose qui est libérateur? Et ça peut être les deux. Et c'est vrai que moi, quand je parle de toi, ça m'arrive souvent de parler de toi. Et pour montrer, parce que je trouve que voilà, dans les accompagnements d'entrepreneurs que je propose, souvent les gens sont, voilà, je veux être, je ne sais pas, psychologue par exemple, et du coup c'est extrêmement cadré. Et j'aime bien prendre ton exemple pour dire qu'en fait, on peut amener plein de spécialités différentes et plein de façons de voir les choses et plein de diversité. Et en fait, ça crée un métier qui est complètement unique et qui t'est complètement spécifique. Ton approche, moi, j'en connais pas d'autres qui font les choses de la même façon que toi, même s'il y a des bouts qu'on peut peut-être retrouver ailleurs. Et voilà, et je trouve que c'est cette notion aussi de sortir des cases, mais en même temps, on a un petit peu discuté toutes les deux, les cases, parfois, c'est libérateur de se reconnaître dans une case. Oui, c'est ça. C'est comme tu dis, de ne pas s'enfermer dans la case et que finalement, la case, ça n'est qu'un passage où, oui, qui permet de se reconnaître, qui permet de reconnaître un fonctionnement, par exemple, et parfois qui permet de communiquer. Ce que je te disais en aparté, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, de par cette singularité qui est la mienne, parfois j'ai du mal à communiquer sur mon activité parce que quelque part aussi, ça rentre pas dans une case en fait. Tu vois, je peux dire que je suis coach, je peux dire que je suis thérapeute, je peux dire que voilà, j'ai dit maintenant chaman, mais même ça, tu vois, même ça, c'est encore une case qui quelque part qui me convient pas tout à fait parce que j'imagine que pour moi, le chamanisme, il a évolué, tu vois, et que du coup, quand on parle de chamanisme, on voit tout de suite quelqu'un dans sa yourte ou peut-être, tu vois, les tipis des Amérindiens, ou bon, voilà. Et que j'ai pas non plus envie d'être dans cette case. Mais malgré tout, afin de communiquer, il faut bien trouver, à moins d'inventer un mot, voilà, peut-être, pour la prochaine étape. Mais trouver la case qui se rapproche le plus de ce qu'on propose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois maintenant. Disons que ça permet assez facilement pour l'esprit humain de pouvoir se dire, tiens, cette personne-là fait ça. Mais après, si tu veux connaître toute la richesse de ce qu'elle propose et ce qu'elle fait, tu as besoin d'aller plus loin pour découvrir la personne. Parce qu'il y a ce que tu vas écrire sur ta carte de visite. Et puis, il y a toute la richesse qu'il y a derrière, quoi. Oui, c'est sûr que pour moi, tu vois, une des choses qui m'anime le plus dans mon métier, mais dans la vie surtout, c'est la rencontre avec l'autre et puis la rencontre avec soi, parce que pour moi, ça va dans les deux sens. Et en fait, j'ai perdu un peu mon fil, comme d'habitude, tu vois, le mode étoile. Et du coup, par rapport à la rencontre, elle disait que c'est ce qui m'anime le plus. Et je ne sais plus. Voilà, non, c'est parti. Sur les, je sais plus ce que tu me disais. Peut-être si tu me rappelles. C'était sur le résumé sur ta carte de visite et aller derrière pour découvrir derrière la richesse. Oui. Ça y est. Oui, c'est-à-dire que quand tu communiques à travers finalement un écran ou d'autres moyens que le plus simple qui est la rencontre entre deux personnes physiques. Voilà, c'est ça. Moi, en tout cas, dans ma façon d'être dans mon entreprise, ce que j'ai remarqué, et puis toi, tu m'en as fait part, par exemple, c'est que les personnes qui m'ont déjà rencontré physiquement, elles perçoivent quelque chose de moi qui est autre que ce qui serait réducteur en mettant chaman ou coach ou thérapeute. Et puis, je suis intimement persuadée que quand même c'est comme ça qu'on se rencontre réellement, quoi. Voilà, même s'il y a quelque chose qui passe à travers nos mots, il y a une énergie qui passe.
se rencontrer physiquement, c'est quand même l'aventure la plus intense. Voilà. Que ce soit amoureusement ou pas d'ailleurs. Hein. Du coup, dans cette histoire de cases, donc là, on a parlé de cases pour communiquer, pour pouvoir être facilement identifiable et que ce qu'on fasse soit un minimum compréhensible pour quelqu'un qui nous découvre ou qui nous rencontre. Il y a aussi cette histoire de, moi, par exemple, quelque chose que je vis, c'est de me dis des fois, toi, tu es haut potentiel ou tu es zèbre ou tu es ceci ou tu es cela. Et moi, j'arrive pas en fait enfin, c'est quelque chose, tu vois, que je refuse de me dire non, mais moi, j'ai pas envie de me laisser enfermer dans cette case-là. En fait, ça m'intéresse pas. Peut-être j'ai des caractéristiques de ça, mais en fait, ça change quoi à ma vie de savoir ça? Et je sais que toi, tu as une vision un petit peu différente de ça. Donc, En fait, c'est toujours comment moi je l'ai vécu. Donc après, tu vois, j'imagine qu'on a tous des façons d'être différentes et que peut-être certaines personnes n'auront pas besoin de passer par cette étape. Je vais te dire franchement, moi aussi j'étais dans, non. Quand j'ai commencé à découvrir des lectures, je crois que c'était Jeanne Fachin sur Je pense trop, comment canaliser un mental envahissant, c'est comme ça. Quand j'ai découvert ce bouquin, il y avait vraiment un truc qui. Enfin, avant, en tout cas, il y avait un truc qui disait non, moi, je ne vais pas être dans une case. Puis même, je ne me voyais pas passer des tests parce que je ne voulais pas rentrer dans une case. Il y avait vraiment cette réflexion. Et puis, en même temps, moi, je vivais des choses, on va dire, difficiles dans ma vie qui étaient récurrentes. J'ai fait une psychothérapie et il y a eu ces mots en fait de hypersensible, pensée divergente, des mots que j'avais pas forcément, que j'avais pas entendu au préalable, ou en tout cas qu'on m'avait pas, tu vois, posé sur finalement ma personnalité. Et ça m'a touchée et ça me parlait. Et il y a eu l'envie un peu de savoir, tu vois, aussi, de se dire, tiens, c'est une recherche aussi d'identité, hein, tu vois, là-dessus. C'est qui suis-je, quoi. C'est sûr que quand on est au-delà de ça, mais du coup, moi, c'est passé par là. J'ai passé des tests qui ne m'ont pas apporté, qui m'ont apporté une réponse, mais qui ne m'a pas satisfait. Donc, moi, diagnostiquement parlant, comme on dit, je ne suis pas au potentiel. C'est-à-dire, je n'ai pas le QI nécessaire. Je crois qu'il faut 130 ou au-delà de 130. Je ne sais plus te dire quel numéro j'ai, mais bon, 122, 125, je ne sais rien. Néanmoins, donc déjà, ça a été finalement un apprentissage, c'est-à-dire déjà de voir comment j'accueillais cette information-là, de passer les tests, en fait, de voir aussi dans quel état ça me mettait, alors qu'en fait, il n'y a pas de raison, tu vois. Et de surtout me rendre compte que oui, non, plus jamais je demanderai à quelqu'un qui je suis. Ça a été vraiment un acte du coup fort. Et derrière, il y a eu encore d'autres, on va dire, d'autres étapes. C'est-à-dire qu'après, j'avais un résultat hétérogène dans les tests de QI. Je me suis inscrite à une communauté qui s'appelle la petite communauté singulière d'Aude de Saliné et qui vraiment m'a été très utile parce que là, c'était à travers la rencontre d'autres personnes qui me ressemblaient en tout cas ou qui avaient des comportements similaires aux miens. Alors qu'en fait, dans mon quotidien, j'avais vraiment l'impression d'un décalage avec les gens. Et ça, c'était vécu douloureusement et en même temps sans vraie conscience, tu sais, d'une différence. Et le processus de s'individuer ou d'être vraiment conscient de sa singularité, il passe aussi par moi me rendre compte que l'autre ne fonctionne pas comme moi, tu vois. Et donc, plus j'ai cherché finalement qui j'étais et c'était quoi ma spécificité, etc., et plus j'ai compris la différence de l'autre. Donc, ça m'a aidé dans ce sens et à rencontrer aussi des personnes qui, oui, en tout cas, ont des similitudes, tu vois.
parce que ça, moi, je veux pas le nier. Il y a des catégories de personnes, tu vois. Après, on est tous humains, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, on a des différences, quoi. Et pas les nier, mais un petit peu, oui. Il y a un côté de moi qui dit, mais si on nie aussi ça, bah, je me dis moi-même, quoi. Enfin, il y a une part de moi qui le voit comme ça. Et au-delà de ça, par contre, je ne veux pas non plus maintenant me cantonner à cette étiquette, comme tu le dis si bien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette recherche, mais à travers des lectures ou à travers ce forum, enfin, c'est un groupe, la petite communauté singulière. Après, j'ai aussi participé à des conférences sur l'autisme au féminin. De nouveau, il y a eu, tu vois, une autre étape de me dire à vous, ah d'accord, les personnes autistes Asperger, elles ont souvent des QI hétérogènes. D'accord. Et puis tu vois, après, pendant toute la journée, de réaliser, c'est comme si on parlait de moi en fait, quoi. Et de ma mère aussi, donc il y avait des choses. Et puis, alors, pour croiser, parce que je crois que c'est en ça que moi je suis passionnée par croiser comment dire, pas des thèmes, mais des champs de connaissances ou d'observation. C'est-à-dire que ensuite, il y a eu la partie je suis une victime, tu vois, et à quel point, en fait, si tu as subi des abus physiques, psychologiques ou sexuels, est-ce que c'est ça qui influe sur qui je suis, ou est-ce que c'est parce que je suis comme ça que je suis plus sujette à ces abus, enfin, tu vois, et il y a eu toutes ces réflexions. Et effectivement, les personnes qui sont autistes Asperger, elles sont plus souvent victimes d'abus parce qu'il y a des choses qu'on ne perçoit pas justement dans le langage non verbal de l'autre, par exemple, ou qu'on interprète. Donc, bon, voilà. Mais c'est pour dire que de toute façon, oui, le parcours de chacun est unique. Et moi, en tout cas, ça a été vraiment important de passer par cette étape. Alors que j'ai d'autres amis, tu vois, j'ai un ami, lui, il a passé des tests beaucoup plus jeune. Il était, tu vois, considéré comme haut potentiel, ou à l'époque, on disait surdoué. Par exemple, moi, ce mot, je ne voulais pas du tout l'entendre, quoi. Je ne me sentais pas au-dessus. Lui, il a complètement refusé cette étiquette, quoi. Et peut-être que ça lui va très bien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, j'ai pas une marge, tu vois, je dirais pas aux gens, je conseillerais pas, vas-y, va passer les tests. C'est plus, qu'est-ce qui bloque dans ta vie et qu'est-ce que tu fais pour essayer de modifier ça, voilà, et tu tires les fils, tu vois, et peut-être ça peut t'amener à passer des tests pour savoir si tu es au potentiel et puis peut-être pas du tout. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça que je vois un peu ça. Après, moi, j'ai pas de réponse non plus sur cette histoire de test, mais par contre, ce que tu as dit que je trouve intéressant, que tu demanderas plus jamais à quelqu'un qui tu es. Et en fait, finalement, est-ce que c'est la question là-dedans, c'est en quoi je me reconnais dans un fonctionnement et du coup, ça me libère. Enfin, moi, je sais que j'ai reconnu ça chez moi dans la multipotentialité, dont tu as parlé aussi. D'un moment se dire ah ben non, en fait tout le monde me dit que je m'éparpille, mais en fait c'est juste mon fonctionnement et c'est un fonctionnement qui existe et qui est ok, et donc les autres peuvent le juger, mais en fait ça me regarde plus et ça leur appartient. Donc il y a ce côté libération, mais après et en fait, je dirais que ce qui est plus important, c'est est-ce que je me reconnais dans ce fonctionnement-là, parce que finalement, quand tu fais des tests, ça reste quelque chose que l'extérieur calque. Enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais voilà, dans l'exemple de ton ami, par exemple, voilà, il est reconnu dans un test et lui, il n'a rien envie d'en faire ou il ne veut pas, ou voilà, donc finalement, ça ne change pas grand-chose. C'est pour ça que tu vois, la démarche, je pense que la démarche, elle est différente si finalement on te l'impose enfant ou déjà après adulte, c'est pas la même, quoi. Est-ce que ça vient de toi ou ça vient de tes parents? Bon.
En même temps, ben, je trouve ça super, c'est pas drôle, mais c'est un peu, tu vois, moi j'ai eu des discussions avec ma mère où en fait elle me disait, ben quoi, tu savais pas que tu étais très sensible et très douée de partout, tu réussissais dans tout ce que tu faisais et tout ça. Et en fait, j'ai été super fâchée après elle parce que je disais, non, j'avais besoin que tu me le dises, tu vois. Et donc, oui, je pense que quand même, il y a une part, tu vois, dans la recherche de reconnaissance, euh, il y a des choses dans l'enfance où c'est important de reconnaître la personnalité de l'enfant, tu vois, et peut-être pas de le mettre dans une case, mais en tout cas de dire les choses et de reconnaître qui il est déjà. Parce que à ce moment-là, oui, ça vient de l'extérieur dans notre construction. Et puis après, en grandissant et en étant adulte, comme tu dis, après, c'est plus quelque chose, je me reconnais, moi, dans tel fonctionnement. Ce que tu as décrit sur, tu vois, combien de fois on m'a renvoyé que je me dispersais, forcément, ça vient entamer, tu vois, l'estime de toi, quoi. Et à partir du moment où j'ai lu ça, voilà, donc, parce que la multipotentialité, tu la trouves aussi dans le potentiel, enfin, en tout cas dans les lectures que j'avais. À partir du moment où j'ai vu ça, mais je t'assure que en fait, chaque personne qui m'a redit que je me dispersais, je l'ai envoyé bouler pendant un certain temps, en me disant, mais non, je ne me disperse pas, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de fonctionner. J'ai besoin qu'il y ait plusieurs centres d'intérêt en parallèle. Ça nourrit mes réflexions et je passe d'un truc à l'autre. Oui, je zappe d'un sujet à un autre, mais en même temps, j'ai cette vision globale. Et donc, que j'avais du mal à transmettre, par contre, ça, c'est sûr. Et oui, ça m'a joué des tours même très tard. Pour mon mémoire d'art-thérapie, la psychiatre qui était mon tuteur, enfin, tu sais, de mémoire, quand elle m'a demandé un plan, j'ai bloqué pendant 3 mois. Après, j'avais découvert la mind map, je lui ai fait une mind map. Et quand je lui ai amené la mind map, elle a fait des photos. Et elle n'a toujours pas compris ce que je voulais faire. Bon, voilà, bon, tu vois, oui, mais bon, au bout d'un moment, ben, enfin, moi, je travaille encore à ça, hein, c'est-à-dire à partir de toute cette ébullition et puis tous ces sujets qui me passionnent en fait en parallèle, à essayer de structurer ça et enfin, en tout cas de la manière qui me convient. Mais c'est pas évident. Bah, ça, on en discutait avant en faisant nos ajustements techniques avant le démarrage. Ce qu'on disait, c'est que du coup, c'est extrêmement compliqué de communiquer. Et c'est un challenge quand tu fais plein de choses et que tu as plein de champs comme ça qui t'intéressent et où tu as envie d'aller et où tu vas. Parce que quand tu as envie, voilà, pourquoi réfréner son désir et son envie derrière, oui, c'est comment c'est. Enfin, il y a la question de comment c'est perçu, quelle est la clarté que je propose aux gens pour m'identifier, pour me reconnaître, pour comprendre ce que je fais. Voilà, je sais que moi, par exemple, j'ai souvent le retour, mais oui, on voit que tu fais plein de trucs, tu es présent, tout ça, tu es tout le temps là, mais qu'est-ce que tu fais en vrai? Oui, je vois bien le. Oui, oui. Mais tu vois, mais même des personnes enfin, alors, qui me connaissent bien, tu vois, ma cousine, elle m'a fait ce retour à un moment donné. Mais bon, après, elle n'est pas du tout dans le milieu et du coup, enfin, le milieu de l'accompagnement ou des choses comme ça. Et c'est des choses, moi, petit à petit, tu vois, ça fait 2 ans seulement que j'arrive aussi à communiquer dans ma famille ce que je fais, quoi. Parce que y a des choses, je n'osais pas en parler ou, enfin, voilà. Donc, ou que parce que justement, j'avais mis un peu, tu vois, j'avais fermé certaines ouvertures, quoi. Mais oui, ça fait la complexité et en même temps la richesse de nos personnalités. Enfin, moi, tu vois, sûr qu'il y a plein de choses qui me passionnent. Et moi, en ce moment, j'essaie plus d'agglomérer, tu vois, finalement. Quand je te dis, ben oui, il y aura de la transformation, la transmission, la création. Euh, c'est présent dans chacun de mes accompagnements. Voilà. Donc, j'essaie d'agglomérer. C'est à la fois l'idée de l'étoile, ça me plaît bien, tu vois, de dire, ouais, il y a ce noyau qui est à la fois, on peut lui donner plein de significations, la puissance, la reconnaissance des désirs, l'amour pour soi, et puis le rayonnement avec voilà, les différentes palettes finalement de qui je suis, quoi.
Et de ce qui m'éclate, parce que je voulais te dire que, en fait, au tout début, là, quand tu as parlé justement de cette diversité qu'on peut avoir et de passion, on va dire, moi, je crois maintenant que quand on ne les exerce pas, quand on réduit notre potentiel, justement, quand on n'est pas à la pleine puissance, bah, c'est là on retourne cette énergie contre nous. Ça, je me suis maintenant mais persuadée. Plus tu t'éclates et plus tu fais ce qui t'anime et ce pourquoi tu es fait quelque part, quoi. Là où tu es doué, plus tu fais ça et plus c'est solide et plus enfin, ouais. Moi, en tout cas, plus je me sens solide et plus je me sens nourrie et épanouie. Ouais, voilà, ça, c'est sûr. Sinon, l'énergie, elle est là pour moi, elle est toujours là. Donc, en fait, si tu ne l'exprimes pas, bah, elle se retourne contre toi. Moi, je le vois comme ça. Elle est utilisée d'une autre manière, quoi, tu vois. Ouais, mais j'aime bien cette image et je trouve qu'elle n'est pas assez partagée. Je trouve qu'il y a besoin aussi de faire passer ce message-là de plus en plus. Parce que tu vois, c'est associé à une espèce de forme peut-être, ou c'est moi qui associe ça, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas associé à une forme d'égoïsme de faire ce qui te plaît alors que le monde va pas bien, sans rentrer dans les détails, tu vois, mais que voilà, il faudrait se soucier de l'écologie, de machin, de trucs, et finalement, vivre ta vie et te faire plaisir, et voilà. Est-ce que c'est, tu vois, je trouve, en tout cas, c'est un truc que moi je ressens, c'est peut-être très personnel, mais de beaucoup d'injonctions de l'extérieur, de choses aussi transmises dans ma famille probablement, bah non mais faut rester là, je reviens un peu à la case quoi, dans ce cadre-là, machin, t'es à ta place, machin, t'as des enfants donc c'est comme ça, t'es une femme donc c'est comme ça, t'as tel boulot donc c'est comme ça, enfin. Et tu sais pourquoi? Alors, en fait, ce matin, j'ai écouté un podcast, on pourra mettre le lien. C'est Marie Puliken qui m'a transmis ça. Et c'est doux, enfin, c'est pas doux, mais ça a été en parallèle. C'est-à-dire, j'ai proposé ce soir à 18h la rencontre sur le désir. Voilà, pour parler, échanger sur le désir. En parallèle, Marie m'a mis le lien d'un podcast sur France Culture. Et je l'ai écouté tout à l'heure. Et en fait, j'ai compris. Je me dis, ah oui, c'est pour ça. C'est-à-dire que de plus en plus, on écoute notre désir, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme. C'est-à-dire, déjà, les hommes, entre guillemets, là-dessus, sur l'écoute de leur désir, peut-être ils ont un peu plus pas d'avance, mais comment dire, ça a été plus permis, on va dire ça comme ça. Et encore. Plus facilité, ouais, et encore. Et en fait, c'est tout simplement parce que dans, je pense, l'évolution humaine, on écoute de plus en plus nos désirs. Et qu'ils soient sexuels ou pas. Enfin, moi, à chaque fois, j'élargis parce que pour moi, le désir, c'est vraiment l'impulsion vitale, quoi. C'est la force de vie, c'est qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te donne envie de vivre au-delà de la simple existence, quoi, ou survie, ou voilà. Et donc, du coup, ouais, ce que tu disais par rapport à. Je pense que c'est parce que le désir est de plus en plus présent dans nos vies. Il n'y a plus ce truc de, effectivement, on fait en fonction de l'ordre établi ou de la famille, les loyautés à la famille ou les loyautés au statut social. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui est en train d'évoluer, à mon sens, de ce que j'ai entendu aussi du coup dans cette émission. Et qui fait que, bah oui, par exemple, on a plusieurs couples dans une vie. Enfin, c'est encore rare de nos jours, enfin, ça existe encore, mais bon, plus de 50%, je crois, des couples divorcent, tu vois, c'est quand même, je pense pas que c'était la moyenne il y a encore 50 ans. Donc voilà, et puis notre société, elle va de plus en plus vite, et puis on est ouvert à de plus en plus d'informations, de plus en plus de possibilités, donc ça va avec, je crois. Puis on est moins en mode survie qu'avant. Et on a plus de place aussi, tu vois, pour les loisirs, tout ça. Et puis aussi un gros questionnement de fond qui monte de plus en plus de pourquoi je suis là. Et voilà, de trouver le sens aussi de sa vie. Et du coup, à un moment donné, ça amène à se reconnecter à soi. Oui, et tu vois, ce qui me vient en t'écoutant aussi, c'est que bon,
je dirais que ça, c'est aussi dans les sociétés occidentales où on a plus de confort, tu vois, quelque part. Effectivement, tu dis, on n'est plus dans la survie, ben, on peut écouter nos désirs. Quand tu es dans la survie, pour avoir été dans vraiment des pays pauvres comme le Burkina, ton désir, il passe un peu à la trappe. Hein. Alors, il faut vraiment qu'il soit très, 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 très fort pour dégommer tout ce qui est l'environnement. Quoi. Et ouais. Alors, malgré tout, voilà, je pense que c'est quelque chose au point de vue mondial, mais avec des nuances selon nos cultures. Quoi. Culture et nos richesses, entre guillemets, comment dire, richesses des pays. Quoi. Selon le PIB du pays, ça change. Non, mais c'est quand même une réalité, tu vois. Ça fait partie aussi de l'éducation, mais il y a des choses qui bougent. Voilà, même en Inde, où tu vois la pression sociale, finalement, elle est très, très forte. L'ouverture au monde avec Internet, ça a permis de faire déjà bouger les choses. Quoi. Après, ce que je vois, c'est que, de mon expérience, c'est vraiment un chemin. C'est pas t'appuies sur un interrupteur et ça y est, c'est magique. Ah, c'est bon, j'ai redécouvert ce qui me faisait envie. Je ne savais pas avant, maintenant je sais, c'est cool. Non, un long processus. Voilà, moi, après, tu nous partageras, toi, comment tu as vécu ça depuis toutes ces années. Voilà, du coup, j'aimerais bien aussi que tu nous partages, tu vois, comment tu es passé du contrôle de gestion avec toutes les étapes que tu nous as dit au début, là, à faire quelque chose qui est de plus en plus connecté et qui part de plus en plus de toi et dans lequel tu rayonnes de plus en plus avec ton étoile. Mais moi, ça fait peut-être 5 ans qu'il y a eu un déclic et 3 ans qu'il y a vraiment des choses qui ont bougé. Et je vois que là, je suis dans un stade où je reconnais que j'ai des désirs. C'est déjà pas mal, mais j'en suis encore au stade où tu vois, j'ai une étincelle de « Ah, j'ai une envie ». Et si ce n'est pas transformé direct, ça retombe comme un soufflet. Et voilà, il y a encore, tu vois, de la gymnastique. Je sais que ça va prendre encore du temps. Et puis, c'est jamais fini de toute façon. Je veux dire, on est toujours sur un chemin. On n'est jamais arrivé nulle part. Ouais, écoute, le parcours, je crois que le désir, il a toujours été là. Tu vois, en termes par exemple, d'artistique, ou si on parle de la carrière, moi, à 17 ans, je voulais faire les beaux-arts. Bon. En termes d'orientation, comment te dire? On m'a clairement fait comprendre que c'était mort là-dedans. Hein. Fallait oublier, c'est bouché. Ok. Donc, la deuxième carrière qui me parlait, c'était la recherche scientifique. Parce que ça, voilà, trouver, tu vois, cette curiosité que j'ai, comprendre les choses, j'adore. Donc, je me voyais bien chercheuse. On m'a fait la même réponse en mode non, c'est pas le bon secteur. Bon, okay. Et du coup, je pense, en tout cas, tel que j'étais moi, à 17 ans, j'étais pas mature pour dire mais non, mon désir c'est ça et j'y vais. Parce qu'il y a des personnes qui sont, tu vois, qui savent ce qu'elles veulent et qui y vont dès leur plus jeune âge finalement. Donc, j'ai demandé juste qu'est-ce qui n'est pas bouché. Les finances. Bon, je vais faire une école de commerce. Derrière, voilà. Tu vois, et j'ai mis de côté finalement ce qui était moi, quoi. En tout cas, qui était déjà présent. Après, je l'ai fait avec passion, on va dire, quand même, parce que quand je fais un truc, en général, j'y vais à fond. Donc, je me suis beaucoup animée dans les rencontres et ce que je faisais, et voilà. Et après, je pense qu'il y a eu vraiment un passage, c'est un peu avant les 30 ans. Je pense que, tu vois, il y a quand même aussi des étapes naturelles dans notre vie, quoi. Enfin, on peut dire ce qu'on peut. Je pense que voilà, il y a des caps et qu'à un moment donné, on réalise des choses aussi, quoi. Et avant les 30 ans, il y a vraiment eu le questionnement de qu'est-ce que je vais faire l'étape d'après, tu vois, parce que du coup, j'ai été contrôleur de gestion dans l'industrie. Après, j'étais contrôleur de gestion dans les services. Après, j'étais analyste financier chez IBM, donc aussi dans les services. Là, je travaillais en format projet, donc ça m'animait parce que tu vois, ça changeait tout le temps et puis c'était pas les mêmes gens. Donc, déjà, rien que ça, moi, j'étais nourrie. Et puis, c'était excitant.
Et après, les inconvénients, c'était que je passais mes nuits au bureau et que je n'avais plus de vie. Donc, il y a vraiment eu un truc avant 30 ans de dire non, mais en fait, l'étape d'après, je fais quoi? Et je n'ai pas l'énergie. Enfin, voilà, il n'y avait pas le désir, en fait, tout simplement. L'étape d'après, c'était être DAF, quoi, tu vois, directrice financière. Ça ne m'animait pas du tout, quoi. Et du coup, là, j'ai écouté. Il y a vraiment eu ça, je ne saurais pas te dire pourquoi, mais il y a vraiment eu je sais pas, un switch, quoi. Je ne saurais pas l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai écouté. Il y a eu plein de synchronicités. Enfin, après, j'ai appris que c'était des synchronicités, mais tu vois, des trucs où j'ai écouté, où finalement, mon désir me parlait par le quotidien, quoi. Et donc, par contre, je n'avais pas lâché l'idée, tu vois, d'être un jour artiste, par exemple. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revenait dans mon journal intime ou je dessinais, je faisais de l'aquarelle, enfin voilà. Mais moi, il y avait un truc, je fantasmais le fait d'être peintre, par exemple, tu vois. Et je me disais, à 30 ans, c'est mort. De toute façon, tu n'as pas l'expérience, tu n'as pas eu les études, tu n'as pas la pratique quotidienne, tu ne peux pas être peintre. Et du coup, la photographie, voilà, il y avait eu un concours de circonstances, mais ça m'est apparu être une passerelle possible déjà, tu vois. Et donc, c'est comme ça, en fait, que... Et là, par contre, oui, j'ai eu un modèle aussi. J'ai eu une amie qui avait fait déjà un peu un switch comme ça du marketing à je deviens productrice de cinéma, tu vois. Donc, quand tu sais comment il faut avoir la foi pour faire ça en France, ça m'a inspirée. Et je crois qu'on a besoin de modèles. En tout cas, c'est pour ça que tu vois, tes lives, la visibilité, pour moi, c'est important parce que, je sais pas, peut-être d'autres personnes se reconnaissent aussi et que ça puisse les animer à leur tour. Donc voilà, du coup, il y a eu un gros... Et là, le désir, il était évident. Il y a eu vraiment une évidence. Et ça, voilà. Du coup, c'est là que tu sens que c'est un truc quand même fort, quoi, parce que ça te porte. Parce que tout d'un coup, tu as la foi pour déplacer les montagnes, quoi. Donc, il y a eu tout un parcours pour quitter IBM. Enfin, d'abord pour avoir un congé sabbatique, ensuite pour reprendre des études à l'école des Gobelins, donc financer ses études, et puis quitter IBM parce qu'au final, en fait, on m'a proposé, quand je suis revenue chez IBM à la fin de mon congé sabbatique, on m'a proposé, mais comme sur un plateau, comme ça, est-ce que tu ne voudrais pas être assistante photographe de Claude Gassian, le célèbre photographe dans le milieu de la musique? Et tu vois, je ne pouvais pas dire non, c'est pas possible. Donc, du coup, il y a vraiment eu un truc qui dit non, mais là, voilà, tu vois, c'est là où moi, je sais quand même les moments où tu es vraiment aligné, quoi. Avec, moi, je me sentais à ma place, quoi. Et c'est une sensation, pour moi, c'est dans le corps, ça, vraiment. Ah, mais là, je suis où je dois être, quoi. Je ne me pose pas d'autres questions, en fait. Voilà. Donc, ça a été cette étape-là, d'être salariée en tant qu'assistante photographe. Et puis, au bout d'un an, je crois que j'avais besoin d'émancipation et surtout de créer ma propre boîte, quoi. Donc, je me suis mise à mon compte. Et ça a duré 10 ans. 10 ans de photographie. Vraiment, purement, on va dire, reportage ou portrait. Beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup de portraits dans le milieu de la musique, dans le milieu donc artistique ou après j'ai fait pas mal de voyages et de reportages pour le magazine Respect à l'époque. Et puis après, donc j'ai créé BIMUM, des services de portrait à domicile de bébés et de futures mamans, tout dans l'autre sens, de futures mamans et de bébés. Et après, ça aussi, ça s'est un peu tari quelque part. Mon désir n'était plus, ça suffisait plus. Et donc, j'ai repris des études en 2014 d'art thérapeute. En parallèle, j'avais envisagé aussi le chamanisme. J'avais aussi commencé à nouer avec ça. Après, ça restait encore quelque chose pour moi de tabou. Vraiment, je ne pouvais pas dire que je faisais des stages de chamanisme, que je pratiquais le chamanisme. Enfin, pour moi, c'était vraiment trop, comment dire, ouais, c'était tabou. Donc, j'en ai parlé pas grand monde, hein, voilà, personne. J'ai mis des trucs dans mon coin. Et
Et tu vois, ça a été encore du coup une autre étape de mélanger à la fois la photographie, le chamanisme, l'art-thérapie et vraiment ma propre créativité, quoi. Enfin, ce que j'aime, c'est créer, quoi. Donc, comprendre que oui, la spontanéité aussi, ça m'anime. Non, vous ne l'avez pas vu depuis le début de cette interview. Et donc voilà. Mais je trouve que c'est un chemin riche, mais je ne voudrais pas mentir parce que là, c'est vrai, ça se voit, je suis toute wouhou. Mais punaise, qu'est-ce que c'est dur, quoi. C'est dur aussi. C'est très, très dur, justement, ça me touche de le dire à voix haute. C'est très, très dur aussi, après, de se respecter à ce point. Et pour moi, en tout cas, c'est des avancées, mais parfois qui sont très difficiles parce que ça amène beaucoup de doutes, ça amène... voilà, il y a des choses qui évoluent dans la société, mais c'est pas encore quelque chose de très connu, tu vois, ce mélange de métiers, ce mélange de créer finalement son propre métier, quoi. C'est en train d'émerger, mais c'est pas du tout mainstream, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas bien compris. Tu es art thérapeute, mais tu m'as dit que tu as des clients. Mais c'est une vraie conversation que j'ai eue il y a 2 jours, même hier. Je suis Cécile, je t'invite à me découvrir. Viens me parler. Ah oui, mais en fait, chaque accompagnant, il vient avec son histoire, son expérience et sa richesse. Et enfin, moi, je trouve ça, au contraire, je trouve ça vachement beau et vachement juste quand tu peux venir avec tout ce qui t'a construit. Et tu vois, moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait un switch entre, on va dire, l'ancienne vie de salarié et la nouvelle vie d'entrepreneur. Quand c'est différent et que c'est une reconversion, hein, des fois, c'est dans la continuité, où du coup, il y a une phase de rejet de ce que j'étais avant et mes compétences d'avant. Et alors, je comprends ce moment-là qui a besoin d'être là aussi parce que tu as besoin de te construire contre et voilà. Mais je trouve que c'est tellement enrichissant aussi de pouvoir additionner toutes tes richesses, toutes tes compétences et tes apports, que c'est dommage de se priver de cette partie-là aussi, tu vois. Alors oui, cette partie-là, et moi je l'ai vécu aussi, hein. Moi avant j'étais responsable logistique, responsable supply chain, voilà, dans une grosse industrie, boîte internationale, machin, avec des projets, des millions d'euros, du management. Enfin voilà, je fais plus ça aujourd'hui, mais cette richesse-là de travailler avec l'humain, d'avoir des méthodes aussi qui sont différentes, je trouve que voilà, ça fait une belle complémentarité aussi. Et on peut venir avec toute notre richesse. Et en fait, ça vient s'empiler et ça vient faire que on a plus d'outils à notre disposition dans l'accompagnement et on peut adapter en fonction de ce dont on a besoin, de ce dont la personne a besoin à un moment donné aussi. Et moi, je trouve ça génial. Tout à fait, comme tu dis. Moi, maintenant, je ne regrette pas du tout mon parcours. Tu vois, je pourrais être amère sur oh merde, j'ai perdu 10 ans de ma vie dans le contrôle de gestion. Mais en fait, pas du tout. Parce que déjà, ça m'a permis de voir l'entreprise de l'intérieur. Et ça, oui, déjà, c'est mon fonctionnement d'avoir une vision globale, mais j'ai adoré être contrôleur de gestion parce que quand on est à ce poste-là, tu vois tous les stades, par exemple, du produit, par exemple, ou dans les services aussi de tous les services de l'entreprise, en fait, comment ils fonctionnent, on les décortique. Donc, en fait, et on calcule les coûts et on fait des projections sur l'avenir, etc. Donc, forcément, ça mettait aussi quelque part, oui, les compétences qui sont les miennes, tu vois, le fait d'être visionnaire, le fait d'avoir une vue globale des choses. Mais comme tu dis, il y a eu une période après où j'ai fait un rejet total. Mes premières années de photographe, j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, mes tableaux, ils sont tout est nickel. Et puis petit à petit, ça s'est délité jusqu'à ce que, tu vois, je me remette dans le truc il y a 2-3 ans, mais parce qu'il y a eu aussi un moment où je me suis épuisée parce que
Parce que j'y trouvais plus mon compte, en fait, parce que je ne m'épanouissais plus, parce qu'aussi, enfin, je sais, le métier de photographe, il n'est pas facile. Enfin, voilà, on ne va pas dire que, tu vois, tout le monde ne roule pas sur l'or quand on est photographe. Après, même s'il y en a qui réussissent, mais par exemple, ça supposait peut-être de faire que photographe de mariage. Et ça ne m'intéressait pas. Ou, voilà, donc, que de la communication et la pub. Il y avait une part de moi qui n'était pas OK avec ça. Donc, il a fallu se réinventer encore, quoi. Mais comme tu dis, ça reste quand même présent. Enfin, voilà, dans la notion de gestion et la notion de qu'est-ce que c'est une entreprise. Et ça, c'est chouette de pouvoir aussi le partager à d'autres, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a aidé dans ton parcours à aller de plus en plus vers toi, te découvrir, te reconnaître T'as parlé du corps, d'être en lien avec son corps et ça, c'est très présent dans tes accompagnements et dans les miens aussi. Oui, alors ça, j'allais dire, je crois que je l'ai trouvé spontanément. Enfin, comment dire, je pense que tout humain a un corps, donc déjà. A Et priori. que pendant longtemps, je l'ai fait sans avoir la conscience que c'était important pour moi. Je pense que ça, c'est un héritage honnêtement familial. Mes parents, ils nous ont toujours amenés et au contact de la nature et à faire une activité physique. Donc en général de la randonnée ou du ski l'hiver. Ou du ski de fond ou des raquettes. Enfin bon, voilà, en tout cas à bouger. Donc ça, c'était hérité. Danser, pour moi, ça a été vraiment je sais pas comment dire, un moyen, en tout cas, de soulager mes tensions et de faire lâcher mon cerveau en ébullition quand j'en avais besoin. Mais je ne le faisais pas consciemment. Maintenant, je peux le faire consciemment. Mais voilà, moi, j'allais régulièrement jusqu'à la transe en dansant. Et en fait, ça me mettait dans un état qui faisait que le lendemain, j'étais super bien. Tu vois, forcément, j'avais tout lâché, quoi. Donc ça, j'ai beaucoup dansé. Enfin, j'ai fait de la boxe aussi. J'ai fait pas mal de sport et de montagne, de l'escalade, de la randonnée, voire de l'alpinisme. Voire de la rame traditionnelle, enfin des sports assez intenses qui compensaient entre guillemets mon ébullition cérébrale. D'où le fait que je suis persuadée que le corps, c'est vraiment une des solutions. Enfin, la solution même, c'est pas une, c'est la solution. Et après, ça peut être par le sport, mais c'est aussi par l'expression et la création. Et ça, moi, j'ai toujours aussi beaucoup dessiné, peint, et puis j'ai exploré. J'ai exploré la gravure, j'ai exploré le modelage. Et l'art-thérapie, ça a vraiment été pour moi, mes études d'art-thérapeute, ça a été vraiment pour moi un déclencheur de remettre du mouvement, en fait, dans mon intérieur et renouer avec cette créativité, en fait, qui est la nôtre, en fait. Hein. Mais en tout cas, renouer avec la mienne et aussi accorder du temps à ça. Donc, j'ai oublié ce que tu m'as posé comme question au départ, mais c'était qu'est-ce qui m'a aidé. Ah oui, voilà. Donc, le corps, beaucoup, l'expression, voilà, l'expression créative qui passe pas forcément par les mots. Et puis des accompagnements. Hein. Moi, j'ai fait de la psychothérapie, j'ai fait donc l'art-thérapie, c'était une formation pratique hein, pendant 30 mois, 4 jours par mois d'ateliers pratiques sur nous en groupe. Ça a été le chamanisme aussi, ma formation en chamanisme, ça a été aussi une aide et une compréhension différente. Le coaching, ça a été encore une autre aussi. J'ai été coachée fin 2018 et 2019 pendant 6 mois. Et ça a été plus une approche différente en fait. Toujours de l'introspection, mais avec de l'action aussi. Ça m'a plu. Comment justement canaliser, tu vois, ce bouillonnement que je peux avoir dans une action plus efficace, ce qui n'est pas encore au point. Hein. Je suis très honnête là-dessus. Mais voilà, je pense que comme tu dis, ça ne se fait pas à pas. Ce n'est pas un truc immédiat et finalement, c'est un peu le parcours d'une vie quoi, pour moi.
Voilà. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je sais que j'ai longtemps eu la croyance que j'allais faire un truc, j'allais bosser sur moi d'une certaine manière. Par exemple, j'allais être coachée et que du coup, je serais arrivée quelque part après. Et puis, en fait, bah, il y a un élan, mais à un moment donné, tu t'aperçois que non, tu n'es pas arrivé enfin oui, tu es arrivé quelque part, mais sans être arrivé nulle part. C'est juste être sur ton chemin. Donc, si on reprenait l'image de la randonnée, tu es arrivé au refuge, quoi. Et le lendemain, ça continue. Tu n'es pas arrivé, tu n'as pas fini ta boucle. Enfin, ou je ne sais pas où tu vas. Ouais. Ou, mince, j'avais une autre image que j'ai perdue. Oui, l'autre image, c'était celle de l'oignon. C'est-à-dire qu'en fait, tu as enlevé une couche, mais sous cette couche-là, bah, tu en découvres une que tu n'avais pas vue parce qu'il y avait la première et voilà, et il y en a. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'avais une image quand tu parlais, puis c'était pas. Il y avait l'histoire. Ah oui, ben, par exemple, pendant mes études d'art thérapeute, la formatrice, moi j'étais à une période où je voulais la paix, tu vois. J'en avais marre de, comment dire, bah oui, peut-être à l'époque, j'enchaînais pas mal les relations amoureuses. Enfin voilà, il y avait un truc, j'avais pas capté deux, trois trucs là. Et puis, donc j'en avais marre. Et puis au niveau du boulot, j'avais perdu la flamme carrément sur la photographie. Et donc je voulais la paix. Et puis ma formatrice disait non, mais la paix, c'est quand t'es mort, quoi. Et en fait, je ne comprenais pas à l'époque, je t'assure. Parce que non, en fait, on peut trouver de la paix à l'intérieur. Et puis maintenant, je comprends mieux. Oui, on peut trouver une sérénité, mais la paix, c'est quand effectivement, il n'y a plus de mouvement. Et le mouvement, y compris le conflit, c'est la vie, quoi. Enfin, tu vois, c'est le désir, c'est ça qui te met en mouvement. S'il n'y a plus de mouvement, t'es mort, de toute façon. Moi, J'utilise, tu vois. Moi, j'utilisais le truc du symbole cardiaque, là. Si tu te branches, bah, en fait, tu as une impulsion vers le haut, donc là, tu es bien. Mais après, c'est vers le bas, puis après, ça remonte. Mais voilà, mais si tu veux que ce soit stable, c'est mort. C'est pas bon signe. Mais ça, c'est pareil, tu vois. Enfin, moi, la croyance dont tu parlais, je l'ai vu aussi. Bah, si je fais ça, après, ça y est, quoi. Je serai tranquille. Tu vois, c'est la même chose. C'est la paix. Bon. En fait, non. Et donc, tout, tout l'apprentissage, je dirais, c'est aussi d'être OK avec ces mouvements intérieurs et extérieurs qui nous animent, quoi. Qui gravitent autour de nous. Voilà, c'est trouver l'équilibre là-dedans, quoi. Et encore, même l'équilibre, enfin voilà, c'est dans le mouvement, quoi. Ouais, parce que l'équilibre, dès que tu es en équilibre, tu te redéséquilibres. Donc, en fait, tu es toujours en recherche d'équilibre sans jamais vraiment y être, quoi. Mais tu vois, là, pour cette année, j'avais envie, pour mes vœux, si on peut dire ça comme ça, de dire cette citation je nous souhaite d'apprendre à danser sous la pluie. Finalement, voilà, c'est pas forcément que tout aille bien, mais que en fait, quoi qu'il arrive, on sache danser et on sache trouver la joie dans la situation, quoi. Ah, ça m'a fait un frisson que tu évoques ça parce que hier matin, j'avais un coup de mou et un coup de doute aussi. Et du coup, il y a un bouquin mais vraiment que j'adore et c'est une Bible pour moi. Ça s'appelle La Voix du Sentir de Louis Sansa. Et du coup, dans ces cas-là, j'ouvre les livres au hasard, qui n'en est pas pour moi. Mais. Et il parlait de l'amour, justement, mais de l'amour de toute chose, en fait, et de tout ce qui se passe, et d'arriver finalement à aimer tout ce qui t'arrive dans la vie, quoi. Et, ouais, c'est ça, je crois. C'est même quand tu es mal, de kiffer ça parce que tu es en vie. Et pour moi, ça rejoint le miracle d'être vivant, en fait. C'est quelque chose à un moment donné que j'ai touché, puis je pense qu'on oublie à quel point c'est fou quand même, quoi, d'être dans un corps, d'être vivant, de pouvoir en jouir, de pouvoir faire des choses, de voir ce qui est autour, de réaliser qu'on vit sur une planète qui est en suspension dans l'univers. Enfin, c'est vraiment quand on se relie à ça, moi je dis
oui, c'est quelque chose pour moi qui reste quand même un miracle, quoi. J'ai envie d'en profiter. Mais moi, enfin, tu vois, j'avais pas cette croyance avant et maintenant je me dis, bah finalement, je trouve ça excitant et je trouve ça motivant de se dire, bah la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'étais il y a 2 ans et c'est pas non plus celle que je serai dans 2 ans, quoi. Et c'est ok en fait, il y a un truc d'excitant de se dire, bah ça va encore bouger, quoi. Et malgré C'est, tout, je crois vraiment qu'il y a toujours tu vois, un noyau qui perdure en fait. Mm, C'est juste qu'il s'exprime différemment. mm, Qu'il a aussi, enfin, on a acquis des expériences et donc voilà, il y a une partie qui se modifie et pour moi, il y a une partie qui reste. mm, mm. Bah, c'est l'histoire de l'étoile et de son noyau. On en revient, hein, tu as bien fait de commencer par l'étoile. Non, mais ça commence à. Et tu vois, je me suis fait le dessin parce que quand on parlait, à un moment donné, je me suis dit, non mais attends, mon logo avec Orkella, c'est une étoile. Ah oui. Ah Ouais. ben, Et du coup, je me suis dit, ah tiens, je pourrais mettre mes différents thèmes que je fais sur les branches. ouais. Bah oui, par exemple, ouais. C'est ça. Oui. Thibaut, que tu connais, Thibaut Oui. Samama, qui est aussi coach de vie, il me charrie souvent parce qu'à un moment donné, j'ai découvert la méduse immortelle dans une méditation, je crois, avec lui. Un truc, tu vois. Alors, non seulement la méduse immortelle existe, hein, c'est un animal juste fou qui arrive à régénérer complètement son système, quoi. Et ça me parlait aussi, tu vois, il y a l'étoile et il y a aussi la méduse avec toutes les branches, toutes ces possibilités là à explorer. Bon, c'est un clin d'œil à Thibaut. Ouais. Parce que chaque fois que je ressors et cette histoire de méduse immortelle, je me dis, ah ouais, d'accord. Voilà. Pour apprivoiser l'être que nous sommes, quoi. Ça fait déjà 1 heure, Cécile, je te propose qu'on s'arrête là, si ça te va. Oui, je trouve que c'est pas mal sur la méduse immortelle, c'est parfait. Est-ce que Vous tu veux nous vouliez parler parler de de la ton offre du moment? Pardon, ouais, je vais dire, vous vouliez nous parler de la multipotentialité? Méduse immortelle. Ouais. Je vais trouver une photo. Oui, ben, pour mon offre du moment, c'est mon utérus et moi. Donc pour le moment, on n'a pas de méduse là, mais quand même. C'est un accompagnement groupe entre femmes pour une durée de 3 mois avec des sessions de groupe, 2 sessions de groupe par mois et une session individuelle par mois. Et un groupe Facebook où on échange aussi nos références et puis nos partages entre les gens. Je vois beaucoup de choses à dire. Donc, je redis que c'est un accompagnement holistique, c'est-à-dire qu'il y aura du coaching, il y aura de la thérapie, il y aura de l'énergétique, il y aura de l'inconnu, forcément. Voilà. Il démarre mercredi, le 13 janvier pour la nouvelle lune, et il reste quelques places. Donc, si ça vous parle, contactez-moi. L'idée, c'est d'aller toucher sa puissance féminine, se relier au corps, justement, pouvoir s'y fier et retrouver aussi, reconnecter sa créativité. On fait pas mal de consignes créatives. Tu peux peut-être en dire 2 mots, vu que tu l'as testé. Voilà, je viens de terminer dans la session précédente. En fait, moi, j'ai adoré cet accompagnement parce que j'ai trouvé que c'était vraiment complet. Et voilà, on a touché plein de choses avec plein de. Bah, en fait, c'est tout ce que tu as partagé au début, c'est-à-dire qu'on a travaillé à la fois sur le corps, à la fois sur l'expression, sur la créativité. Il y avait ce côté transmission aussi de ton expérience, de ton vécu. Voilà, je ne me souviens plus quel était ton autre mot. La transformation. Ouais, et bon. Et moi, oui, il y a pas mal de choses qui ont bougé dans ma vie. En tout cas, j'ai eu beaucoup de prise de conscience. Voilà, pour aller voir mon témoignage sur la page de Cécile un peu plus en détail approfondi. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était un super accompagnement et voilà, moi j'aime beaucoup ton énergie dans l'accompagnement. C'est très doux, c'est plein de respect, d'authenticité, de laisser l'autre être et le travail
combiner le travail en groupe et le travail individuel. J'ai trouvé que c'était super aussi parce que dans le groupe, il y a eu beaucoup de miroirs. Et moi, ça m'a permis de voir des choses qui n'étaient pas forcément, sur lesquelles je n'avais pas forcément de conscience à ce moment-là, mais en tout cas, ça m'a permis de voir des choses que je n'aurais pas vues sinon. Voilà, donc moi j'ai adoré et je recommande, allez-y, foncez. Merci beaucoup. Voilà, et puis moi pour ma part, si vous cherchez, je continue à vous accompagner en coaching individuel, que ce soit pour des sujets pro ou des sujets perso. Donc je mettrai le lien en commentaire ou dans la description je propose des séances découvertes pour pouvoir vérifier que nos énergies sont compatibles, voir si je suis la bonne personne aussi pour vous accompagner et si vous avez vraiment envie d'être accompagné par moi. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. C'est un plaisir, vraiment. Et je crois qu'on avait beaucoup de choses à dire sur la multipotentialité. On aurait pu continuer. Non, mais écoute, on peut penser à faire un autre format, il faudra voir. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Salut.